vais vous faire une petite conférence, là, enfin un petit exposé, qui est peut-être un petit peu à contre-courant, un peu iconoclaste. Alors, comme je dis à mes étudiants, souvent je dis, vous savez, je suis en fin de carrière, donc je suis atteint d'un syndrome bien connu des gens qui vieillissent, qui s'appelle le SVC. Vous avez jamais entendu parler du syndrome du SVC, hein, SVC, c'est le syndrome du vieux con. Et donc on essaye de ramer à contre-courant en disant c'était bien mieux avant, etc. etc. Donc là je sais que la mode c'est à l'innovation ouverte, à l'innovation de rupture. Alors j'ai dit moi je vais parler de l'innovation de fermé et de l'innovation de continuité. Hein, de dire qu'il faut mieux faire de l'innovation fermée, de ne pas chercher la rupture, etc. Et puis finalement, quand même, en préparant ça, je veux dire, ils vont me dire que je suis atteint du SVC, etc. Mais finalement, on va parler de la même chose. Donc c'est à vous de faire le lien avec la conférence de tout à l'heure. Bon, nous, on l'a fait au petit déjeuner avec Eric. Mais je pense que je vais montrer quelque chose d'une autre manière pour finalement à peu près aboutir aux mêmes conclusions. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'opposition entre une innovation, donc ce que je vais appeler fondée sur les connaissances, que je nommerai par KBI pour Knowledge Based Innovation, et une innovation ouverte. Et je pense que on va voir bientôt que tout ça va converger. On va pouvoir converger à la fois dans un cadre théorique commun et dans des méthodologies opérationnelles convergentes. Alors, je vais d'abord fixer, disons, un fond. Alors moi, je suis très praticien, je n'ai pas beaucoup de références théoriques, mais donc je vais essayer de fixer un fond dans quel type d'innovation, puisque l'innovation, c'est le buzzword actuellement. Et donc, si vous voulez avoir des crédits, dans votre projet, vous mettez le mot innovation, et vous avez 2 fois plus de chances d'avoir des crédits, même s'il n'y a pas d'innovation. C'est pas grave, puisqu'on peut tout justifier. Donc je vais essayer de cadrer un petit peu dans l'optique dans laquelle je vais utiliser le mot innovation. Alors, il y a, quand on faisait avant, quand je travaillais par exemple au CEA et qu'on faisait de l'innovation, il y a un livre qui était la Bible de l'innovation qui s'appelait « De l'idée au produit ». De l'idée au produit, et en fait l'innovation, c'était amener une idée à un nouveau produit. Alors là, ça veut dire qu'on va mettre un processus d'innovation et surtout un management de l'innovation qui est d'un certain type. Et là, donc, l'idée, c'est de gérer un processus d'innovation. C'est plutôt de la stratégie et du management de ressources. C'est donc, on dit voilà, je veux mettre un nouveau produit sur le marché. Et donc, le processus d'innovation, c'est une organisation, un support logistique, beaucoup d'argent investi dans ce qu'on appelle le support à l'innovation, mais en fait, c'est jusqu'à la mise d'un produit sur le marché. Alors, notamment, tous les incubateurs, tous les dispositifs, les clusters, les dispositifs d'innovation comme nous on en vit à Saclay actuellement, sont orientés par ce type de gestion de l'innovation. C'est des milliards et des milliards d'euros qui sont investis parce que le support logistique, alors j'appelle ça une logistique, mais c'est un support matériel qui est extrêmement important. Alors ça, c'est un sens très courant, industriellement, du mot innovation, c'est-à-dire mettre un nouveau produit, un nouveau service sur le marché. Et ça implique une gestion et donc un management particulier. Il y a un deuxième type plus en amont, moi je dirais, c'est ça qu'on va faire dans le KBI, c'est plutôt la créativité. C'est-à-dire que, effectivement, l'idée au produit, c'est un long cheminement, mais le problème, c'est que si on n'a pas d'idée, on n'a pas de produit. Il y a des gens qui vendent des produits où il n'y a pas d'idée. Ils font de l'innovation quand même, ça marche d'ailleurs. Et donc l'idée, c'est que là, on va s'orienter non pas sur l'économie de l'innovation, mais sur l'économie de la créativité. Et on va s'intéresser plutôt que la mise sur le marché d'un produit venant d'une idée, la création de l'idée.
Et là, le type de gestion n'est pas du tout la même chose, puisque il va falloir gérer non pas un processus d'innovation, mais une capacité d'innovation. Et donc, c'est plutôt gérer des ressources et des connaissances. Et donc, c'est ce que je dis, mais en tout cas dans le KBI, hein, c'est des connaissances. Et donc, essayer de soutenir une capacité d'innovation. Ensuite, on mettra au sens classique le processus d'innovation de l'idée au produit. Et donc ça doit être soutenu par des personnes compétentes et s'appuyer sur des connaissances existantes. C'est un peu ça l'idée de la connaissance, de l'innovation fondée sur les connaissances, à savoir que d'abord on s'intéresse plus au processus de créativité que de mise sur le marché, et ensuite que cette créativité, eh bien, c'est une capacité d'innovation que je vais soutenir, et donc que je vais regarder les gens qui savent innover et les connaissances qui me permettent d'innover. Donc ça, c'est une première approche, hein, parce que le terme innovation est tellement multifacette que je voulais préciser qu'on s'intéressait plutôt à l'amont du processus très global d'innovation. Donc la création d'idées. Alors la deuxième chose, c'est qu'il y a plusieurs dynamiques de l'innovation et la dynamique dominante dans l'industrie, alors dans l'industrie surtout manufacturière, mais même de services, c'est ce qu'on appelle une dynamique hétéronomique, hein, pour prendre un terme kantien, de l'innovation, c'est-à-dire que le problème m'est donné par, les lois de mon monde d'innovation me sont données par l'extérieur. Ce n'est pas moi qui me donne ma manière d'agir, c'est l'extérieur. Et donc cette dynamique hétéronomique de l'innovation qu'on pourrait appeler une résolution innovante de problèmes, hein, j'appellerais ça c'est une évolution de notre patrimoine, de notre patrimoine de produits dans un cadre fermé. Alors ça fonctionne comment? Ça fonctionne sur deux objets, un couple problème-solution, c'est-à-dire que l'environnement, alors que ce soit le marché, le client ou la production interne, me dit voilà, j'ai un problème, hein, c'est Houston, I have a problem. Et voilà, on te dit voilà, ce problème est là, trouvez-moi une solution. Alors à ce moment-là, on va faire marcher nos idées, hein, on va utiliser, alors bon, les idées, elles naissent pas de rien. Donc on va dire qu'est-ce que j'ai, et on le voit d'ailleurs dans le film Apollo 13, hein, Houston, I have a problem. Et puis tout d'un coup, on voit quelqu'un qui arrive en disant voilà ce que j'ai en magasin, alors ce qu'ils ont dans leur fusée, puis on voit des ciseaux, des scotch et tout comme ça. Maintenant, trouvez-moi une solution avec ça. Bon, c'est exactement ça. Hein, et donc on fonctionne sur un objet qui a un problème, et puis un autre objet qui est une idée, et puis on fait une résolution innovante. Okay, donc ça, c'est une dynamique hétéronomique dans le sens où les choses sont guidées par l'extérieur, par ce qui nous arrive de l'extérieur, et on va utiliser des idées pour ça. Donc on est sur des objets, idées, problèmes. Un triptyque, problème, idée, solution. Alors, il y a une autre dynamique dans laquelle on va se placer plutôt, hein, ou du moins l'innovation basée sur les connaissances est beaucoup plus intéressante. C'est une dynamique autonomique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème a priori, il y en a peut-être, mais disons que c'est nous qui allons nous poser nos propres problèmes, et on va utiliser la même chose, sauf que ça va pas se passer de la même façon. On va partir de notre patrimoine, donc vous voyez, il est un petit peu plus foncé, un petit peu plus tendu, hein, et on ne va pas travailler sur une idée, mais sur le processus d'idéation, c'est-à-dire la gestion d'un portefeuille d'idées, etc. etc. Hein, et donc on n'est plus sur des objets, on est sur des processus intellectuels. Ensuite, on va imaginer des solutions. Alors c'est plus des solutions puisqu'il n'y a pas de problème. Hein, on va faire de la prospective innovante. Je vais l'appeler comme ça parce que j'ai pas de mots. Hein. C'est comme ça qu'on l'a utilisé, je vous montrerai dans l'exemple. Hein, on va faire de la prospection innovante de produits. Et puis ensuite, on va faire un processus d'innovation, alors là au sens tout à fait classique qu'on a vu tout à l'heure, pour aller jusqu'à quelque chose d'adéquat à l'environnement et qui peut donc générer du business. Donc
l'innovation basée sur les connaissances est beaucoup plus utile dans cette dynamique autonomique que dans la dynamique hétéronomique, bien que vous voyez que dans les deux, on utilise quand même nos connaissances pour les deux dynamiques. Alors, donc je me situe donc, vous voyez, dans le cadre plutôt amont, idée, idéation, et puis dans l'utilisation du patrimoine de connaissances pour l'innovation, au sens soit innovation, résolution innovante de problèmes, soit prospective. Alors, je vais donner trois hypothèses sur lesquelles sont basées cette innovation fondée sur les connaissances, qui sont en fait, elles ont l'air très simples, mais elles ne sont absolument pas partagées par beaucoup de gens, et même je me suis fait rabrouer parfois violemment, parce que finalement, même si ça a l'air très simple, eh ben, en tout cas, c'est pas du tout partagé. Alors par exemple, la première hypothèse, c'est que l'innovation, donc les nouvelles idées, les nouvelles connaissances, le nouveau produit, c'est un processus d'évolution du patrimoine de connaissances de l'entreprise. Alors ça paraît tout bête de dire ça, bah oui, j'ai des nouvelles idées, donc ça augmente mon patrimoine de connaissances, ça le fait évoluer. Et les gens sont tellement obsédés par l'innovation de rupture qui disent ben non, pas du tout, c'est pas un processus d'évolution, c'est de la génération spontanée de connaissances. Alors, bon, ça fait rigoler un peu les biologistes, parce que les gens qui croient encore à la génération spontanée en biologie, c'est que il y a guère que les témoins de Jéhovah. Maintenant, plus personne ne conteste que les nouvelles espèces, elles sont le résultat d'un processus d'évolution en biologie. Il y a encore des gens qui le contestent, mais bon, d'abord, je ne veux pas polémiquer. Alors bon, après on peut dire darwinien, lamarckien, mais il y a un processus d'évolution. Donc moi je vais utiliser la théorie de l'évolution, qui n'est pas seulement la théorie d'évolution biologique, qui a été appliquée à plein d'autres choses, en économie, en technologie, dans l'histoire des idées, etc. etc. Et j'ai un modèle d'évolution globale des systèmes, un modèle général, que je vais utiliser. Et donc, ça ne plaît pas beaucoup parce que les gens, cherchant la rupture, ils pensent que la rupture, c'est de la génération spontanée, ce qui est faux. Enfin, à mon avis. En plus, alors, j'enfonce le clou parce que la deuxième hypothèse, c'est que les évolutions futures de ce patrimoine de connaissances, c'est pas de la rupture, au contraire, ça dépend de ce qui se passe. Ça dépend de ce qui s'est passé dans le passé, donc les évolutions passées. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les trajectoires technologiques, ça suit une fonction, enfin en mathématiques on dirait une fonction continue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture dans les trajectoires technologiques, il n'y a pas de saut. Alors bien sûr, les gens qui sont obsédés par l'innovation de rupture, ils pensent que c'est un saut, c'est-à-dire une discontinuité. Alors ils confondent, tout le mathématicien le dira, ils confondent les discontinuités et les bifurcations. On peut avoir des bifurcations, c'est-à-dire des points singuliers qui font que tout d'un coup, paf, on prend une trajectoire différente, mais on ne peut pas avoir de discontinuité, c'est-à-dire tout d'un coup ça s'arrête et puis on repart sur quelque chose de nouveau. Ça c'est, en tout cas, cette hypothèse que parfois on appelle, qu'on appelle l'hypothèse de la dépendance du sentier, ça vient de l'économie, donc c'est pas possible de faire un saut technologique. On parle de saut technologique, c'est pas un saut technologique, c'est une bifurcation technologique au sens mathématique, c'est-à-dire qu'on garde la continuité, même s'il y a un point d'inflexion, voire un point singulier, c'est-à-dire un point anguleux. Donc, même plusieurs. Donc, ça c'est une hypothèse forte, qui est l'hypothèse de la dépendance du sentier, c'est-à-dire que les trajectoires technologiques sont continues et qu'il n'y a pas de saut technologique, qu'il y a seulement des bifurcations. Et donc, vous voyez, évolution, continuité, donc c'est ce que je disais, moi je suis contre l'évolution, je suis contre la génération spontanée et l'évolution de rupture, et ces hypothèses sont très fortes, et elles ont l'air très simples, mais elles contredisent un petit peu, enfin du moins intuitivement, ce que beaucoup de gens pensent sur l'innovation. Alors ensuite, une troisième hypothèse, c'est qu'on a beaucoup étudié donc
la théorie de l'évolution. Alors bien sûr, ça nous vient de Darwin et de Lamarck bien avant. Donc il y a une théorie évolutionniste en biologie, mais cette théorie de l'évolution, elle existe depuis très très longtemps sur des tas de domaines. Alors donc on connaît la théorie évolutionniste en économie, la théorie évolutionniste en technologie, donc dans l'histoire des sciences, etc., etc. Et on a beaucoup étudié qu'est-ce que c'est le processus d'évolution d'un système en général. Et il y a donc, comment on peut décrire, j'ai un système au sens de la théorie des systèmes, et comment je peux décrire son évolution. Alors il existe un processus qu'on appelle le processus chaotique d'évolution, donc c'est ce dont je vais en parler, et et donc je vais prendre ça comme hypothèse en disant que, eh bien, si l'innovation est un processus d'évolution, qui est d'ailleurs guidé par, qui est dépendant du sentier, eh bien, ce processus va suivre un modèle chaotique, au sens, alors c'est pas chaotique, c'est au sens de la théorie du chaos mathématique, hein, donc ça veut dire que c'est plutôt indéterministe, ça ne veut pas dire que c'est n'importe quoi, hein. D'ailleurs la preuve c'est qu'on va pouvoir le piloter. C'est pas n'importe quoi, mais par contre c'est pas prédictible, hein. L'idée du chaos en mathématiques, c'est que c'est pas un système qui est pas, ça veut pas dire qu'il est, on dit que c'est du chaos indéterministe, du chaos déterministe, ça veut rien dire, parce que normalement si c'est chaos c'est pas déterministe, c'est un modèle déterministe mais qui n'est pas prédictible. C'est ce qu'on appelle la SCI, hein, la sensibilité aux conditions initiales, ce qu'on appelle intuitivement l'effet L papillon, c'est-à-dire vous changez un tout petit truc, vous avez une autre solution, hein, qui arrive. Donc c'est un processus de ce type-là, ça ne veut pas dire qu'il est indéterministe mais qu'il est imprévisible. Qui est normal pour l'innovation, normalement. Alors donc, on garde bien en tête ces trois hypothèses fondamentales et on va voir ce qu'on en fait. Alors, on va essayer de mettre en place à l'intérieur de l'entreprise un processus évolutionniste, d'évolution, donc d'innovation fondée sur les connaissances, de manière un processus chaotique. Alors ça va fonctionner comment? Là on va commencer à comprendre, hein. Jusqu'ici c'est un peu théorique. On va commencer à comprendre ce qu'il va falloir mettre en place. Alors d'abord, il y a une phase que je vais appeler créativité, ça peut se justifier, bon, peu importe, qui va partir du patrimoine de connaissances. Donc j'ai un certain patrimoine de connaissances, alors savoir ce que c'est, ça on peut en discuter, mais tout le monde comprend qu'est-ce que c'est que le patrimoine de connaissances d'une organisation. Et puis on va faire du knowledge drilling. Alors drilling, ça veut dire le forage, hein, vous savez, les puits de forage, c'est les drills. Donc on va aller faire du forage, même de l'archéologie. Hein, y a des gens qui m'ont dit on va faire de l'archéologie cognitive, l'archéologie des connaissances, et on va aller forer très profondément dans ce patrimoine de connaissances. Et donc c'est pas évident. Hein, pour trouver qu'est-ce qu'on a fait avant, l'histoire des idées, trouver des arbres généalogiques de solutions innovantes, trouver toutes les expériences qu'on a menées, etc., etc. Donc on va aller chercher dans notre fonds de commerce, enfin dans notre fonds cognitif, dans notre fonds de connaissances, ce qui nous intéresse. Alors bon, quand ma fille était petite, je lui chantais une comptine. Hein, c'était viens, 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 on va fouiller dans les poubelles, viens, 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 on va trouver des choses nouvelles. Alors donc, alors bon, quand vous dites... C'est un projet éducatif. Ouais, c'est tout un projet éducatif, surtout si vous dites d'aller fouiller dans les poubelles. Et alors, ma fille qui m'écoutait beaucoup, hein, ce qui est tout à fait vrai maintenant, elle a 20 ans. Fini, là. Ouais, elle a 20 ans. Ah, enfin, quoique. Mais enfin, elle trouve que j'ai un peu le SVC. Là. Et donc, je vous dis, chaque fois qu'il y avait les encombrants qui passaient, eh ben, elle passait avant les encombrants, et puis je vous dis pas ce qu'elle ramenait comme chose nouvelle à la maison. Et puis après, hop, les encombrants, on les mettait dans la... Bon, peu importe. Donc elle faisait du knowledge drilling sans savoir. Et à partir de ça, elle avait quand même des idées. Par exemple, elle allait chercher un vieux truc, là, elle dit tiens, ça va servir pour ma poupée, pour faire un meuble de poupée. Et donc, elle avait quand même quelques idées, et puis donc elle découvrait dans ces choses anciennes des puits d'innovation.
hein, en disant, bah, tiens, on pourrait faire ceci, on pourrait faire cela, tiens. Et donc, en faisant du knowledge reading, et ben, finalement, vous allez voir sur les exemples, on découvre plein de choses sur lesquelles on pourrait faire, et donc on fait de la créativité. Hein, de la créativité, et on identifie des voies d'évolution, puisqu'il existe des voies d'évolution, ça tout biologiste ou même tout cognitiviste vous le dira, hein, c'est celle de Piaget par exemple, hein, l'accommodation, l'assimilation, des choses comme ça. Il existe des lois d'évolution, et donc à partir de ça, on identifie, puis on dit tiens, on n'a pas été là, on n'a pas été là, on n'a pas fait ça, puis on comprend qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller plus loin. C'est pour ça, ça n'a pas l'air d'être une innovation de rupture, mais on a fait plein d'études de cas là, dans le club gestion des connaissances, d'innovation soi-disant de rupture, et toutes les historiques qu'on a fait montrent que ce n'est pas conçu comme une innovation de rupture. Et après, on s'aperçoit, oh là là, c'est une innovation de rupture, mais en fait, c'est pas arrivé du tout comme ça. C'est arrivé par des lois d'évolution, et il y avait des puits potentiels, et puis tout d'un coup, il y a une innovation qui arrive, et puis après, les gens disent c'est une innovation de rupture, mais ça ne l'était pas du tout a priori. Donc on fait de la créativité, et puis après, on va faire ce qu'on appelle l'inventivité, c'est-à-dire que la créativité, c'est joli, hein, mais il faut que ça soit faisable, que ça rencontre un marché, et donc que ça génère un produit, une propriété intellectuelle quelconque. Donc, avoir des idées qui génèrent des propriétés intellectuelles, ça veut dire on fait une invention. Et donc, on fait une proposition innovante, et après, on va se lancer dans un processus, on doit être au fuzzy machin, le début de l'entonnoir, et hop, on rentre là-dedans. Alors, l'intérêt, c'est que quand on fait de la conception innovante, on ne fait pas de produit pour l'instant, on génère de la matière grise. On génère des idées, enfin on génère des choses, et donc on remet ça dans le patrimoine de connaissances, et hop, on a un cycle d'innovation, et on recommence. L'année suivante, ou je sais pas. Alors ça, c'est le premier modèle, hein, donc un processus évolutionniste, fondé sur les connaissances. La deuxième chose, c'est dire comment on va faire, une fois qu'on a fait, comment va se passer cette créativité, hein, puisque je dis il y a une créativité puis inventivité. Comment va se passer cette créativité, et c'est là qu'on va voir le processus d'évolution chaotique. Alors c'est un processus d'innovation. Alors qu'est-ce qu'on a sur le marché actuellement? Les méthodes classiques sont basées sur, soit des principes de divergence-convergence, alors ça c'est le plus utilisé comme méthode de créativité dans les entreprises. Par exemple, le PSA, ils ont des animateurs de leur plateforme d'innovation. Ils ont à peu près 24 ou 25 méthodes basées sur la divergence-convergence. Alors c'est typiquement le brainstorming, alors ça a des noms, le truc cartes, ça a des noms bizarres. On a l'impression d'assister à un truc dans Arturo Baracchetti, de magicien comme ça. Hein, donc le brainstorming, ça veut dire libérez-vous, surtout la R à Z, hein, ne vous laissez pas contraindre par ce que vous savez déjà, donc c'est complètement à l'inverse de ce que je dis. Hein. Oubliez ce que vous savez, et puis ayez des idées, on note tout, etc. Enfin c'est tout procédural, et puis ensuite on récupère tout ça, puis on fait de la convergence, lesquels intéressants, pourquoi c'est intéressant, puis pof, on passe ça dans le tamis de l'innovation, du tunnel de l'innovation ensuite. Donc ça, c'est basé sur le principe de divergence-convergence. Alors, dans les solutions de problèmes innovants, c'est-à-dire dans la résolution innovante de problèmes, c'est-à-dire la conception innovante, il y a deux méthodes très très connues, hein, c'est TRIZ, alors ça c'est international, et la dernière méthode de l'école des mines, CK, qui sont basées sur d'autres principes que la divergence-convergence. Hein, donc TRIZ, c'est l'analogie. C'est-à-dire, je vais aller rechercher sur des millions de brevets, est-ce qu'il y a un problème qui ressemble au mien, et puis je vais travailler là-dessus. Alors bon, il faut quand même, c'est un processus, il faut identifier le problème, retrouver les antagonismes, et puis chercher les brevets. Alors on a des logiciels qui font ça, alors c'est génial, hein, on vend des logiciels qui s'appellent Invention Machine, donc c'est des machines à inventer, c'est génial. Je ne savais pas qu'une machine pouvait inventer, mais si, en tout cas ça se vend. Et donc ça fonctionne par analogie. Donc l'analogie, c'est une base de créativité stimulée. Et puis la méthode CK, elle fonctionne par un principe d'expansion, c'est-à-dire on va chercher sur nos connaissances, hein, c'est vraiment de la knowledge-based innovation, TRIZ et CK,
mais on va chercher dans les connaissances et puis on essaye d'étendre, de dire bah voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire en plus, etc., etc. Donc ça, dans les méthodes classiques, celles qu'on connaît, il y a 3 principes. On peut se baser sur 3 principes: divergence, convergence, analogie ou une expansion. Dans le processus chaotique, on va se baser sur un autre principe qui est non pas divergence, émergence, où vous faites n'importe quoi, puis après on va converger. On va dire, bah, on va faire émerger des idées, et puis après on va converger. Hein, donc on remplace, simplement, c'est tout bête, on remplace la divergence par l'émergence, mais là il y a une théorie de l'émergence, hein, qui est le chaos. Hein. C'est-à-dire que les structures chaotiques, c'est des structures qui, bon, on ne sait pas, elles sont indéterministes, elles sont imprévisibles, mais il y a un phénomène qu'on appelle chaotique qui fait que tout d'un coup il y a une structure stable qui apparaît. Alors ça se voit en physique par exemple, vous avez un mouvement brownien, puis si vous chauffez, si vous avez un gradient de température, là, tout d'un coup au niveau macroscopique vous voyez des cellules apparaître, on ne sait pas pourquoi, c'est un phénomène d'émergence. Hein. Puis si vous changez un tout petit peu, pouf, ça disparaît. Donc c'est ça le phénomène d'émergence. Alors il a été étudié pour les systèmes généraux en termes d'évolution des systèmes, et je vous donne le modèle. Alors je vous donne le modèle pour les connaissances, mais ça marche pour les systèmes généraux au sens le plus général possible. Donc vous avez un écosystème, hein, l'évolution bien sûr, hein, Darwin il nous l'a dit, ça dépend du milieu environnant. Donc vous avez un écosystème, alors bon, c'est pour ça que je triche un peu quand je dis c'est de l'innovation fermée, elle est quand même un peu ouverte. C'est-à-dire que l'écosystème, c'est-à-dire votre environnement, il est à la fois interne, c'est-à-dire que vous avez des connaissances en interne, puis bien sûr c'est ouvert parce que ces connaissances vous en avez aussi de l'externe. Et puis vous avez votre structure, hein, donc votre être vivant, vos connaissances, hein, et donc ils sont en interaction. L'environnement et l'être vivant, enfin vos connaissances sont en interaction bien sûr, et ce que vous fournissez en départ de l'évolution, c'est une énergie. Donc vous fournissez une énergie, bon ici ça va être une énergie intangible, ce qu'on va appeler un stimulus cognitif. On va fournir un stimulus cognitif et pof, ça va se mettre en mouvement. Il va y avoir un mouvement et il va y avoir des... Alors vous savez qu'en génétique, des mutations, il y en a toutes les secondes dans notre corps, hein, mais bon, parce que les gènes se croisent, se décroisent, se recroisent, etc. etc. Et donc il y a de la variation qui se crée grâce à cet apport d'énergie. Donc il y a de la variation, donc ça se met en mouvement. Alors on va contrôler ça. Enfin, il y a une boucle de feedback. Donc, par exemple, c'est la sélection naturelle en biologie. Hein, il y a une boucle de feedback, c'est-à-dire que certains trucs vont rester, d'autres ne vont pas rester. Et donc, il y a une itération raisonnée de ce processus, de cette variation. Donc, on va mettre une boucle de feedback. Et puis ensuite, il va émerger quelque chose. Donc, il émerge quelque chose qu'on va appeler... Alors, donc, normalement, c'est une nouvelle structure dans le système. Nous, on va l'appeler compétence, c'est-à-dire une nouvelle compétence, c'est-à-dire on saurait faire quelque chose. Ok ? Et donc, il émerge quelque chose, et ça, on va le présenter donc à la stratégie. C'est là qu'il va y avoir c'est les nouvelles idées. Hein. Il émerge un certain nombre de nouvelles idées sur lesquelles il va falloir faire une deuxième boucle de rétroaction pour transformer ça en capacité à agir, en capacité au sens capabilities. Hein, et donc on va stabiliser, donc il y a variation, stabilisation. Hein, on va stabiliser l'évolution. On va stabiliser l'évolution. Donc, et puis, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir de la dissipation d'énergie qu'on appelle donc l'entropie. Et donc, c'est les idées qui ne sont pas retenues dans ce cas-là, hein, des capacités non stratégiques. Donc vous voyez, on va raisonner par énergie, entropie, et puis par variation, stabilisation. Ça, c'est le modèle général, et on va l'appliquer à l'innovation. Alors ça, c'est donc la deuxième attendue théorique. Le troisième, c'est sur quoi on va travailler, donc sur l'écosystème interne de l'organisation. Alors qu'est-ce que c'est cet écosystème interne? Alors ça ne veut pas dire qu'il n'est pas ouvert, bien sûr, c'est évident, hein, mais on va surtout se focaliser sur l'écosystème interne au lieu de se focaliser sur l'écosystème externe.
Alors, il est fait par des acteurs. Alors, qui sont les acteurs de l'innovation? En tout cas, ceux qu'on mobilise, nous, dans notre méthode. C'est les experts des domaines, donc les communautés de pratique, les communautés épistémiques, les communautés de connaissances, les pairs, les responsables de la stratégie technique ou de marketing, les experts terrain, ceux qui sont en contact avec les clients, hein, donc les experts marketing, on va dire. Enfin là, non, il n'y avait pas trop de marketing. Là. Donc ça, c'est les acteurs. Les acteurs, ils sont avec un patrimoine intangible. Ils sont en contact constant. On va mobiliser le patrimoine intellectuel tangible sous forme d'informations, pardon, j'avais dit intangible. On va aller regarder. Alors c'est quoi? Bah, c'est déjà les brevets. Hein, c'est-à-dire que c'est pas la peine de faire de l'innovation sur un truc qui est déjà breveté, hein, qu'on a déjà en magasin. Mais c'est aussi plein de choses. Alors dans les entreprises françaises, vous savez qu'on a du CIR, qui est une très grande forme de ressources pour les entreprises. Hein. C'est des millions d'euros qui sont versés à des grandes entreprises qui n'en ont pas besoin. Enfin, c'est un débat. Donc le crédit impôt recherche. Et là, on a regardé dans les entreprises, le crédit impôt recherche génère ce qu'on appelle des documents de justification d'impôt recherche, qui sont des documents d'invention absolument extraordinaires et dont on ne fait rien, sauf toucher l'argent. Bon, c'est important. Des études, des publications, des thèses, des stages, etc. Donc on a vraiment tout un patrimoine inventif concret qu'on n'utilise pas. On va l'utiliser là-bas. Et puis bien sûr, vous avez les connaissances. Alors les connaissances, c'est le patrimoine intellectuel intangible. Et c'est ce qu'on appelle dans la juridiction française les œuvres de l'esprit. Donc les œuvres de l'esprit, c'est un truc, dès que c'est écrit, c'est plus une œuvre de l'esprit puisque c'est écrit. Hein, donc c'est ce qu'il a créé et ça existe dans le droit français. Hein, je vous ai même mis le code de la propriété intellectuelle, je ne savais pas. Ça n'existe pas dans le droit américain, enfin dans le droit anglo-saxon. Mais c'est-à-dire que ce que vous avez créé vous appartient toute votre vie. On ne peut pas vous l'enlever. Ça fait partie de, c'est incorporé à votre être et on ne peut pas vous l'enlever. Par contre, ce qui se passe, et c'est pour ça que ça n'existe pas dans le droit anglo-saxon, c'est que ces œuvres de l'esprit, en fait, les gens ne le voient que par qui a le droit de s'en servir. Et donc, on peut céder ses droits. On peut céder ses droits, mais ça continue à vous appartenir en droit français. Par contre, quand vous cédez vos droits dans le droit anglo-saxon, vous n'avez plus rien, ça ne vous appartient pas. Alors, bon, il y a un procès célèbre de Johnny Hallyday, hein, qui a fait un procès en disant « mais ça continue à m'appartenir ». Alors effectivement, ça peut continuer à lui appartenir, mais il n'avait plus aucun droit, donc ça ne sert à rien d'avoir quelque chose. Mais bon, dans l'histoire d'innovation ouverte, enfin, c'est un peu comme les commons, ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de l'utiliser, personne n'a le droit de l'utiliser, sauf si vous cédez la licence, mais ça vous appartient toujours. Donc c'est un peu ça le patrimoine intellectuel intangible, c'est les œuvres de l'esprit créées par les acteurs. Par contre, dès que vous l'avez sur un support matériel, ça peut générer des droits. Mais tant que ça reste dans votre esprit, ça vous appartiendra et ça vous appartiendra toute votre vie. Ok? Alors là-dessus, bien sûr, il y a des flux dans cet écosystème. Le premier flux, c'est les acteurs et le système d'information inventif. Donc on va exprimer des choses en écrivant des brevets, en faisant des documents d'invention, en écrivant des thèses, des études, et puis on va aller chercher là-dessus pour se l'approprier. Et il y a deux flux d'innovation. Donc la créativité qui consiste à générer des œuvres de l'esprit, et l'inventivité, c'est de dire dans ces œuvres de l'esprit, lesquelles sont susceptibles de générer des droits. Donc voilà l'écosystème sur lequel on va travailler. Donc vous voyez, il y a un processus d'innovation par knowledge reading, un processus de création d'idées par processus chaotique, et puis un système d'éco-innovation dans lequel on aura le patrimoine tangible et le patrimoine intangible. Alors, nous, ce qu'on va faire, bien sûr, c'est travailler sur le truc qui est le moins connu, hein, qui est donc la créativité. Et donc, nous, ce qu'on va essayer, c'est de produire des idées, donc des œuvres de l'esprit, au sens juridique, hein, mais qui sont susceptibles d'aboutir à des dispositifs inventifs qui sont codifiables en termes d'informations tangibles et donc de générer des droits, des produits, des services. Alors, voilà. Donc ça, hein, très grossièrement, la théorie. Maintenant, je vais vous montrer comment ça marche.
Donc une première étude de cas, c'est à Thales, Thales Air System, qui produit des radars. Donc c'est des objets technologiques extrêmement complexes, c'est un marché très tourné vers la défense, hein, mais bon, c'est un marché un peu dual, puisque des radars, on s'en sert dans le civil aussi. Et donc, l'idée, c'était de dire, est-ce qu'on peut utiliser un tel processus dans le processus d'innovation de Thales Radar System, enfin Air System, TR6 comme ils disent. Alors c'est marrant parce que le mot s'appelle Thales Air System, et en résumé, ils appellent ça TR6, qui en français, c'est du français, hein, TR6. Ça, parce que c'est TR6, ça ne veut pas dire Thales. Bon, c'est bizarre. Ça, c'est les Français. Bon, donc Thales Air System. Voilà comment on a fait. Alors le knowledge drilling, c'est-à-dire on va essayer de construire un stimulus cognitif. Hein, donc ce stimulus, c'est-à-dire l'énergie initiale qu'on va injecter dans le système d'innovation. Alors comment on a fait? Alors d'abord, sur quoi on travaillait? Alors on a décrit l'objet technique radar. Donc moi j'ai dit sur quoi je connaissais rien. Je dis vous travaillez sur quoi? Sur un radar. C'est quoi un radar? Alors on a construit une image cognitive du radar, et là les gens ont été extrêmement surpris parce que pour eux c'était un objet qu'ils fabriquaient. Ils ne pensaient pas que c'était un objet qui existait. Hein, et donc on a demandé au métier de nous construire, alors il y a 10 schémas comme ça, donc c'est des algorithmes, du traitement, des antennes, des choses comme ça, et on les a montrés, vous voyez, sous forme de système, qu'est-ce que ça fait, comment c'est structuré, et à quoi ça sert. Et là-dessus, on a dit, ben voilà, en fait, on a fait une cartographie du patrimoine de connaissances sur les radars. Alors ça les a extrêmement étonnés, parce qu'ils ne voyaient pas un radar comme une structure porteur de connaissances. Ils le voyaient comme une structure porteur d'emmerde, en quelque sorte. Ils voyaient tout par processus de production. Et donc on a eu du mal, surtout avec les grands chefs, d'essayer de nous faire décrire le radar comme un objet porteur de connaissances, un objet à part entière. Et alors, quelles connaissances elle porte? Elle en porte beaucoup. Et on a essayé d'aller chercher tous les brevets, les activités inventives, donc tout ce que j'ai dit, sur un travail d'archéologie, hein, sur le patrimoine intellectuel tangible, donc les brevets, les études, les dossiers justificatifs. Ça a été un travail assez lourd, hein, il a fallu interviewer 120 personnes, parce que, en fait, il n'y avait pas de base de données du patrimoine inventif. Hein, donc les thèses étaient dans les services, les études, alors il y avait que les brevets, bien sûr, ça c'était, il y avait bien une base de données, mais donc on a, sur chaque élément, qu'est-ce qu'on a fait par exemple sur les fonctions de pression des paramètres radar, les fonctions de gestion, les fonctions de classification, des trucs comme ça. Bon, tout ça c'est des termes techniques, j'y connais rien, mais eux ils connaissaient, et donc on a été recueillir tous ces traces inventives, voilà, depuis 20 ans, même plus, je crois qu'on a été inventé jusqu'à 30 ans. Et donc ça a été un gros travail parce que ça n'avait jamais été fait. C'est-à-dire que le patrimoine inventif n'est pas valorisé chez Thales. Pourtant, ce n'est pas la plus mauvaise entreprise. Et donc, ensuite, on avait un truc, et c'est ça dont on s'est servi comme stimulus cognitif. Alors, comment on a fait? Donc, on a utilisé ce processus, vous savez, variation, stabilisation, et donc la variation, qu'est-ce qu'on a fait? Ben d'abord, donc ce patrimoine inventif, on l'a présenté, alors on a choisi il y avait des communautés de pratiques par métier, donc des métiers algorithmes, des métiers antennes, des métiers machin, etc., etc., et il y a des leaders hein, dans ces communautés, et donc on a pris ces leaders, et on leur a présenté, voilà ce qu'on a fait depuis 30 ans sur ton domaine. Et on lui a montré, on a pris des rendez-vous, on lui a montré, voilà, qu'est-ce qu'il a fait, quelle étude, quelle étude, quelle étude. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, ce qui devait arriver arriva. Hein. Il a dit, ah oui, mais tiens, on a fait ça pour ça, on a fait des critiques, voilà. Et puis il dit, bah oui, mais c'est parce que là, on a abandonné ça, mais par contre, maintenant, on pourrait faire pour des trucs comme ça. Exactement. Donc ça a duré, c'était un peu lourd, ça a duré une journée, à peu près. Hein, on a vu 3 sur 10. Hein. On voulait faire un projet pilote, il y avait 10 domaines, on en a pris 3. Et donc on lui a montré ça, et finalement il a extrapolé, hein, c'est bien ce que je disais, il a extrapolé les trajectoires technologiques, et il a dit, bah, tiens, voilà, on pourrait faire ça, etc., etc. Alors après,
Donc, on s'est dit, ben, du coup, on va présenter ça. Donc, après, on leur a demandé d'argumenter, disant, mais pourquoi il faudrait faire ça, de défendre les analyses et de faire des propositions. Et ils sont même discutés, les trois experts, on les a mis ensemble, ils ont discuté entre eux, et ils se sont fait des propositions en disant, bah, tiens, ça, on pourrait faire ça. Donc là, on est arrivé vers des idées, mais qui étaient susceptibles de générer des innovations, donc de l'inventivité. Donc vous voyez, on a fait appropriation, créativité, inventivité à partir du processus chaotique. Et l'énergie initiale, c'était ce knowledge drilling. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, d'abord, on a constitué ce dossier, parce qu'il fallait l'écrire, hein, je veux dire, les dires d'experts. Alors le problème, c'est qu'on ne peut pas montrer, parce que finalement, on a touché des trucs très sensibles, et donc tout de suite, on a eu le tampon rouge. Hein, et puis moi, j'ai signé, bien sûr. Donc on ne peut pas le montrer, mais donc on a constitué un dossier prospectif en disant, ben voilà, il faudrait faire ça sur les algorithmes, ça sur les antennes, etc., pour faire des meilleurs produits. Donc on a présenté ce truc-là, et ensuite on a essayé de faire de l'appropriation à l'ensemble des acteurs, puisque là on était sur les acteurs experts, et donc on a essayé de co-construire une vision prospective, et donc là on a organisé un séminaire hors mur, dans lequel il y avait le responsable de la stratégie, il y avait les experts marketing, et il y avait d'autres personnes. Et donc on a présenté ça, et les experts, c'est eux qui ont défendu leurs propres idées. Ça, c'était assez intéressant, et je peux vous dire que je n'ai pas tout compris, hein, mais il y avait des discussions assez vives. Et puis ensuite, comme il y avait le directeur de la stratégie, il fallait que ça débouche, mais bon, le problème, vous voyez, c'est en bleu clair, parce que là, je veux dire qu'on n'a pas réussi, hein, parce que on n'a pas eu assez de temps, et puis la stratégie a dit, bon, bah, c'est bien vos trucs, mais il faudrait déboucher sur un roadmap technologique. Or, ils étaient justement en train de faire les roadmaps technologiques pour les années qui allaient venir, hein, c'est-à-dire où ils allaient s'orienter. Et donc, ils auraient pu, mais il fallait faire un nouveau projet pour intégrer ça dans les roadmaps. Mais en tout cas, c'était faisable, sauf qu'on ne l'a pas fait. Et donc, on n'a pas pu faire cette fonction d'expression jusqu'au bout. Voilà. Donc, on montre bien comment ça marche, ce processus chaotique et ce knowledge-based innovation. Hein. Alors, je vous donne un deuxième exemple. J'ai assez de temps, là? 5 minutes. 5 minutes, bon, bah, c'est bon. Donc, une étude de cas qui a été faite chez PSA, Peugeot, Citroën, sur exactement le même modèle, et d'ailleurs avec les mêmes... Enfin, là, on était un petit peu plus loin, parce qu'il y a eu des résultats opérationnels. Donc, c'est sur un objet technique. Alors, c'est pas un radar, c'est les cadres de porte. Alors, cadre de porte, c'est un métier donc, il y a des métiers cadres de porte. Il y a des métiers bizarres dans l'automobile. Il y a un métier ouvrant. Hein, parce qu'on dira, bah ouais, les portes. Non, non, il y a le métier ouvrant. Alors, ça peut être les ouvrants, ça peut être aussi le coffre, des trucs comme ça. Et il y a un métier pas porte. Hein, une porte, c'est pas un objet. C'est pas perçu comme un objet pour les concepteurs de voitures. Ce qui est perçu comme un objet pour les concepteurs de voitures, c'est les cadres de porte. Et les cadres, c'est pas ce que vous croyez. Hein, c'est ce qu'il y a au-dessus de la vitre, et encore seulement la partie inférieure, puisque l'autre, c'est vraiment la porte. Hein, donc c'est le truc qui est autour de la vitre. Et le cadre de porte le plus génial, c'est celui de la DS, puisqu'il n'existe pas. Il paraît que c'est le plus dur, parce que ça pose des tas de problèmes d'étanchéité. Vous savez, de la DS, ils ont les vitres, on voit qu'il n'y a pas de cadre. Enfin, où il y a des voitures de sport aussi, il n'y a pas de cadre. Et ben, il y a un cadre dans la tête, mais c'est très difficile à réaliser. Alors, c'est quoi un cadre de porte? Donc, on a demandé au métier. Alors, pendant les interviews, on disait, bah, tiens, on va demander au métier, ils donnaient un coup de téléphone, parce que vous savez, ils sont organisés par métier et projet, hein, comme à Renault. Et il y a quelqu'un qui descend, alors le métier, c'était un monsieur à barbe blanche. Et ouais, il l'appelait le métier, c'est marrant. Hein. Il l'appelait le métier, on va demander au métier. Et donc, il téléphonait, il faisait venir le métier. Et le gars, il nous explique ce que c'est qu'un cadre de porte. Alors, vous voyez, il y a des schémas, on ne comprend pas toujours. Hein, mais en fait, c'est ce qu'il dit, il y a 9 prestations techniques. Donc par exemple, l'accessibilité, hein, c'est-à-dire que quand vous ouvrez votre porte, eh ben, il ne faut pas faire comme ça pour rentrer. Hein. Donc, et puis quand vous fermez la porte, vous ne devez pas être comme ça s'appelle l'habitabilité. Hein. Donc, alors en fait, dans leur conception, ils ont 9 paramètres, qu'ils appellent des prestations techniques, qu'ils appellent donc des prestations cadre de porte. Donc en voilà quelques-unes.
étanchéité, bien sûr. Alors, là, on a fait le knowledge drilling, le vrai, et c'est l'expert qui s'est pelé ça. Il a dit, je vais vous chercher... Alors, on a choisi, sur 50 ans, 19 véhicules significatifs dans la conception des cadres de porte. Et il a été chercher, pour les 19 véhicules, les 9 prestations, puisque c'est des grandeurs de conception. Il a été les chercher, et il a fait vraiment du knowledge drilling. Alors, ce qui est bizarre, c'est que sur les premiers véhicules, dans les années 50, il a trouvé facilement, parce que tout était dans les bases de données. Hein, donc, il trouvait l'habitabilité, etc., etc. Et dans les véhicules plus récents, il ne trouvait rien. Pourquoi? Parce que, en fait, quand ils ont installé la CAO, donc tout était informatisé, et ben, la CAO ne fonctionne pas du tout par données de conception. C'est-à-dire que les dessins des voitures, c'était des dessins de CAO, mais il n'y avait pas les données de conception, habitabilité, accessibilité, etc. Qu'est-ce qu'il a fait l'expert? Bon, alors les fichiers CAO étaient existants. Il a réimprimé tous les plans, il a pris son décimètre, et il a calculé. Parce que ça n'existait pas dans la base de données CAO. C'est hallucinant comment on peut perdre des connaissances comme ça à cause du fait qu'on veut en gagner. Hein? Donc, on a créé ça, puis après on a tracé des trajectoires. Voilà, les trajectoires technologiques. Bon, c'est un peu technique, là, je suis désolé. On a tracé les trajectoires technologiques. Alors là, bien sûr, c'est démilitarisé, hein, parce que je n'avais pas le droit de donner les vrais véhicules et les vraies prestations. Et donc, on voit qu'il y a des prestations hein, qui ont évolué. Là, il y a eu un pic dans les prestations, et là, c'est assez standard, etc., etc. Et donc, à travers le temps. Donc, vous voyez, ça, c'est un diagramme temporel. Et les différentes prestations, ben, on les a regardées à travers le temps. Et voilà, ça c'était notre stimulus cognitif par knowledge drilling. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On l'a donné, alors on ne parlait qu'avec un seul expert, hein, puisque c'était le grand expert PSA sur les cadres de porte. On lui a donné ça, et on lui a dit, bah voilà, qu'est-ce que tu en penses? Et il nous a donné des réponses tout à fait étonnantes. Alors moi, j'en pense rien quand je vois un truc comme ça. D'ailleurs, vous aussi, je suppose. Alors lui, ça a déclenché sa créativité. Et il dit, voilà, moi je comprends pourquoi on a fait ça, et je vois qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. Alors, je vous donne deux trucs. Il dit qu'il y a, je ne sais pas si on le voit d'ailleurs, parce que je n'ai pas tout donné, mais il y a un truc qui décroît tout le temps. Ouais, par exemple, le truc rouge, là, ça décroît, ça remonte. Alors il dit, mais ça, je sais pourquoi. C'est parce que, bon, une voiture c'est un système, hein, c'est pas qu'un cadre de porte. Et donc, il y a d'autres métiers qui nous briment là-dessus. C'est-à-dire que cette prestation, elle est toujours contrainte, en fait c'est les designers qui ont raison, elle est toujours contrainte par une autre composante. Et on n'a pas arrêté de baisser cette prestation parce que on est contraint et donc ça nous a bloqué par une autre composante du véhicule. Alors je ne sais pas, je vous explique ce que j'ai compris, il ne faut pas vous dire. Bon, alors il a trouvé aussi, disait, cette prestation, pourquoi on n'a jamais vraiment évolué? Alors, même parce que, bien sûr, quand on fait une conception, on met des priorités, on dit on veut faire évoluer, on veut améliorer cette prestation. Mais il dit, même là, quand on a dit que c'était une priorité, on n'a pas réussi à la faire évoluer, enfin on ne l'a pas fait en tout cas. Et donc, il dit, c'est parce que c'est vachement dur de la faire évoluer. On ne sait pas comment on peut faire. Donc on dit, voilà, il faudrait trouver quelque chose de tout à fait nouveau pour faire évoluer. Parce que même quand on voulait le faire, on n'y a pas réussi. Et puis, sur une autre prestation, il dit qu'à un moment donné, ça a beaucoup varié, puis tout d'un coup, c'est resté stable. Alors on peut se poser la question, est-ce qu'il faut améliorer cette prestation pour le véhicule ou pas? Et il dit, bah non, finalement... on a vu le style PSA. Alors il disait, c'est marrant, si on était BMW, on mettrait le point à faire évoluer cette prestation. Mais vu le style de voiture et la politique, la stratégie de conception de véhicule qu'on a, celle-là, il faut qu'elle reste stable. Il n'y a pas d'innovation à chercher, c'est pas la peine de dépenser de l'argent, ou alors on change de style de voiture, enfin de nature de... Bon, donc comme on ne change pas
hein, la culture PSA. Donc on va garder cette prestation. Donc finalement, 3 propositions d'action. C'est que là où il y avait blocage avec une autre composante, il a dit il faut absolument que ça évolue et on ne peut pas rester sur ce blocage, donc contradiction, et ils ont lancé un programme de R&D intégrant les 2 métiers pour dire comment on peut faire co-évoluer cette prestation. Voilà, donc ils ont lancé, c'est fait. La prestation Y, bon, je dis à la recherche de l'innovation de rupture. Bon, c'est-à-dire si jamais il se passe quelque chose, donc il faut faire un peu de veille, voir si on peut faire quelque chose. Et la prestation Z, la recommandation, bah, c'est bien comme ça, maintenons ce niveau de performance. Donc pas d'innovation. Voilà. C'est fini. Merci Jean-Louis.